ira, ça ira, ça ira. Ah, ça 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 ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les prendra. Ma très chère mère, le spectacle, la spectacle, le spectacle. Ma très chère mère, c'est aujourd'hui le 1er avril 1799. Et cela fait maintenant 10 ans que je suis arrivé à Paris. Et à présent, je me trouve incarcéré, malheureusement, aux prisons du Temple. Je suis tellement navré de ne pas avoir communiqué plus tôt. Mais je sais que mon absence prolongée t'aurait amené beaucoup de peine et beaucoup de soucis. Rassure-toi que ma vie n'est pas en danger. Rassure-toi que, pour l'instant, ma vie n'est pas en danger. Comme tu sais, je suis arrivé à Paris au printemps de 1789, plein d'espoir pour jouer le rôle de Figaro dans la nouvelle pièce de Beaumarchais. Le spectacle a une sensation et mes performances sont applaudies chaque nuit. Et les paroles suivantes en particulier ont provoqué une ovation. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas, parce que vous êtes un grand seigneur. Vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Et qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous êtes donné la peine de naître. Rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Pas mal, non? Le roi Louis XVI a essayé d'interdire la pièce en disant « C'est détestable, cela ne sera jamais joué. Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de la pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » Quelle ironie! Mais l'influence de la royauté à l'époque commençait déjà à diminuer. En ce printemps de 1789, j'ai trouvé un Paris en pleine agitation. Crise de famille, de famine, une manque de confiance dans le roi, une croissance générale de colère explique un peu les événements suivants dans lesquels je me suis trouvé emporté. Je vais essayer, ma chère mère, de te les raconter dans la manière la plus simple possible. Ça va aller. Je suis un jongleur amateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il était une fois, dans un pays que vous avez oublié, un lion, malade et accablé de peine. Tada! Il était une fois, dans un pays que vous avez oublié, un lion, malade et accablé de peine. Tada! Un lion, malade et accablé... Ce lion, c'est moi! Ah! Ah! Malade. Hein? Malade. Et accablé de peine. Ce pauvre lion, sentant la mort venir, fit alors appeler ses sujets. Appelle tes sujets. Le sujet! On fit d'abord appeler le dindon. Et ce dindon, avec toute la grâce et la noblesse qui lui sied, ce sera moi. Alors, mon bon roi, ça ne va pas. Ce roi me semble en piteux état.
Même assis, il ne tient pas debout. Je ne peux rien pour vous. On fit alors appeler le corbeau. Et ce corbeau, avec toute la dévotion qu'on lui doit, ce sera moi. Alors, pourquoi ça ne va pas? Alors, qu'en pensez-vous? Il manque d'assises, c'est évident. C'est évident. Qu'on fasse venir l'âne. Eh bien, l'âne, ce sera moi. Et oh, vous m'avez fait demander? Oui. Bien. Vive le roi! Vive le roi! Et ce qui devait arriver, arriva. Bravo, bravo. On salue. Merci. Et on s'en va. Tiens, il fait froid. J'ai essayé de faire du feu. Ça ne fonctionne pas. Les radiateurs ne veulent rien entendre, le ciel est couvert. Les nuages n'ont pas l'air de vouloir se dissiper. Le soleil est en retard. Pourtant, j'ai entendu le roi lui donner l'ordre d'impératif. Tiens, je ne l'attendais pas pour tout de suite. Cette nuit, j'ai entendu un petit craquement. Il y a une fissure dans le mur. Déjà, ça va vite. J'ai essayé de la colmater avec Juliette. Elle est apparue de nouveau. Faut-il encore essayer? Ce n'est pas la peine. Elle est irréversible. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez écouter la pitoyable histoire de Marie, dite Marie, la misérable. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un bouchon, avec à la lèvre un bouchon, avec à l'âme un grand courage, elle s'en allait frimer au champ. Pauvre Marie, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laissant voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air méchant, ni l'air jaloux ni l'air méchant. Elle retournait le chant des autres, toujours béchant, toujours béchant. Pauvre Marie, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et oui, messieurs, dames, c'est l'histoire de Marie, dite Marie la misérable, qui vivait vieille et misérable dans un village vieille et misérable. Faut dire que cette Marie, vieille et misérable, naquit déjà vieille et misérable et ne connut d'autre existence que celle d'une vieille femme. Vieille et misérable. Marie, la maison et tout ce qui va avec. Ah, j'ai oublié de vous dire. Cette Marie, vieille et misérable, vivait dans un pays habité par deux ordres. Regardez. Que Dieu bénisse cette maison et que mes armes la protègent. Maddy, mon champard. Mais je n'ai rien. Maddy, mon champard. Mais puisque je vous dis que je n'ai rien. Maddy, mon champard. Maddy, mon champard. Maddy, mon champard. Maddy, mon champard. Maudit, maudit, je vous maudis. Quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ,
Elle creusa elle-même sa tombe en faisant vite en se cachant. Pauvre Marie, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Elle creusa elle-même sa tombe en faisant vite en se cachant, en faisant vite en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Marie, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pauvre Marie, pauvre misère, dors sur la terre, dors sur le temps. On salue. Merci, merci. Et on s'en va. Même royaume, autre lieu. Il était une fois un seigneur très chrétien qui, non content de posséder les corps, se plaisait aussi à blesser les âmes. On regarde? On regarde. Jeanne, j'ai mal. Chante, ma petite, chante. Jeanne, il cogne. Le linge est blanc, l'eau est chaude, tout est prêt, tout va bien. Tout va bien, ça ira. Ça ira. Jeanne, il cogne de plus en plus fort. Je suis le seigneur de cet endroit. J'ai bien chassé, mais je suis fatigué. De plus, ma botte me fait mal. Toc toc, ouvrez-moi. Oh, c'est le Seigneur. Tu voudrais voir 100 pieds sous terre. Toc toc, et je dis. Jeanne! Serre les dents, petite, serre les dents. Monseigneur, revenez demain. Femme, j'ai le pied en compote. Enlève-moi la botte. Ma botte. Ma botte! Ouf! Mais il est tout mâché. Réchauffe-le. Oh, Monseigneur, je vous en supplie. Réchauffe-le. Oh, cela va beaucoup mieux. Il a repris des couleurs. Hein. Mais il serait bon de le laver. De l'eau chaude. Ah, je n'ai point d'eau chaude. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Essuie-le. Oh, mais ce drap. Essuie-le. Ah, le voilà, prêt à affronter le monde. Ma botte. Ma botte! Très bien. Tu m'as dit de revenir demain. C'est ce que je ferai. Mon pied aime être cajolé. Maudit sois-tu! Jeanne! Il ne crie pas. On salue. Et on s'en va. Pour avoir du bon pain, il faut avoir de la farine. Pour avoir de la farine, il faut aller au moulin. Pour aller au moulin, il faut avoir du bon grain. Pour avoir du bon grain, il faut avoir du bon blé. Pour avoir du bon blé, il faut avoir beaucoup de sous. Pour avoir beaucoup de sous, il faut très bien travailler. Pour très bien travailler, il faut avoir la santé. Et pour avoir de la santé, il faut manger du bon pain. Oh, on
cette année-là, dans tout le royaume, une terrible famine sévissait. Les femmes étaient trop affaiblies pour nourrir leurs enfants. Et les hommes, durant tout le jour, partaient à la recherche de quelque nourriture. Ni pain, Ni pain, ni lait, ni lait. ni bois mort pour faire du feu. Mort pour faire du feu. Rien. Rien. Et devant les portes des Les églises, portes des églises, des enfants qu'on abandonne. des enfants qu'on abandonne. Trop d'enfants. Trop d'enfants. Les portes ne s'ouvrent Les plus. portes ne s'ouvrent plus. Donne. Donne. Donne que je l'embaisse, Donne que je perce. que je l'endorme. Je l'entends. Maudit, Maudit. nous sommes Nous maudits. sommes maudits. Maudits pour toujours. Maudits pour toujours. Tu as faim, Tu as faim, tu as froid. tu as froid, Que de souffrance dans tes yeux. que de souffrance dans tes yeux. Trop de souffrance. Trop de souffrance. On salue? Ah, on salue plus. Mesdames, Messieurs, il est évident que ce pays dont on vous parle, ce royaume, n'a rien de fictif, car c'est du royaume de la France dont il s'agit. Misère, souffrance sont nos lots du plus grand nombre. Mais le bon roi Louis XVI, de par la grâce de Dieu, décida alors à agir. Vive Louis XVI, adieu Louis XV, les favoris, La banqueroute. les guerres perdues, Vive Louis XVI vive Louis XVI et ses ministres. Enfin j'ai vu les édits du roi Louis XVI en les lisant à Paris. J'en crus mourir d'aise. Nos malheurs ont eu leur fin, sachant qu'on la verra. Vive Louis XVI, ok. Vive Louis XVI. Vive Louis XVI, ok. Vive Louis XVI. Je n'irai plus au chemin comme à la galère, travailler soir et matin sans aucun salaire. Le roi, je ne m'entends pas, a mis la corvée en bas. Oh la bonne affaire, ok. Oh la bonne affaire. Vive Louis XVI, ok. Vive Louis XVI. Nous, Louis, roi de France par la grâce de Dieu, désirons que des extrémités de notre royaume et des habitations les moins connues, chacun puisse nous faire parvenir ses vœux et réclamations, de manière que, par une mutuelle confiance et un amour réciproque, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État, et qu'il nous soit rendu, à nous, le plus vite possible, le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis fort longtemps. Oh, écoutez, petits et grands, l'histoire d'un roi de 20 ans qui vient vous ramener en France les bonnes mœurs et l'abondance. D'après ce plan que deviendront et les catins et les fripons, s'il veut de l'honneur et des mœurs, que deviendront nos grands seigneurs? S'il aime les honnêtes femmes, que feront tant de belles dames? S'il bannit les gens des églises, que feront nos riches abbés? Nous, Louis, roi de France de par la grâce de Dieu, désirons des extrémités de notre pays que soit apporté un remède au remède de l'État, et qu'il nous soit rendu à nous, plus particulièrement,
le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis fort longtemps. Que deviendront ces mécréants si ces sujets sont ces enfants? Alors tous voulurent écrire au roi pour lui dire ce qui était bien de ce qui était mal, ce qui était bon de ce qui était mauvais, ce qui devait rester et ce qui devait disparaître. Par la grâce de Dieu, se penche sur notre état. Frère, notre bon roi Louis XVI, de par la grâce de Dieu, vous invite à lui écrire sur des cahiers appelés cahiers de doléances. Frère, écrivez-lui afin que soit porté remède à vos malheurs. Pour reprendre vos copies, je reviens dans 1 heure. Gaspard, Nesty, vous avez entendu? Ouais. Gentlemen's approaches! Stop the cut! Ceasefire now! Ouais, aviez entendu, es-tu en point sourd, hein? Ce serait-il un point de misère? Écrivez-lui qu'il a dit. Mais quel bon roi que nous avons là. Quoi, c'est dit que ce serait le bon Dieu que cet homme-là. Écrivez-lui qu'il a dit. Bon, bah, si qu'on peut lui faire doléance, alors, la gabelle. Ah bah non, ça la gavette, choupi, il y en a plus, hein, terminé. Le chauffard. Terminé aussi. La taille et les aides. Terminé, je vous dis. Mais, les inondations? La grêle. La maladie, la peste, l'âge. Terminé. Et puis même la mort. Oh là, faudrait pas trop lui en demander, là. Alors, le gros ventre, c'est pour qui, hein? C'est pour moi. Non, c'est pour nous. Et l'instruction, et le bon causer. C'est pour nous. Pour nous. Et les caresses et les petits plaisirs. Ah non, là, Justin, c'est pas pour toi, hein. Ça, faut le dire haut et fort, hein. Oui, tiens, toi, net, quelle grande gueule, dis-y-leur. Je leur ai dit? Eh ben, je vous le dis. Tout ce qui est bon, c'est pour nous. Et toute la merde, c'est pour eux. Alors tous voulurent écrire au roi, évidemment, car certains savaient écrire. Pour preuve, écoutez ceci. Ils savaient lire aussi. Considérant que les étrangers et réfugiés se trouvant illégalement sur nos côtes, par leur vexation, leur rapine, la duplicité cupide dont ils offrent journellement de si pernicieux exemples, sont la principale et première cause de la misère du peuple, qu'ils soient portés remède à leur pullulation, qui d'après des calculs et des états a été en croissant de 3000 qu'ils étaient au début du siècle à près de 20 000, suivant le dernier dénombrement. Et c'est signé de qui? Clergé de Colmar. Alors Justin, t'en penses quoi? Ben, il y en aura toujours pour dire que ce n'est qu'un détail de l'histoire. Ouais. Amateur, je vous ai dit. Maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous demander la plus grande attention. Car nous allons vous donner une représentation de la très célèbre comédie, La Réunion des États Généraux. La scène se passe à Versailles. Et qu'est-ce qu'il y a à Versailles? Il y a Louis XVI, ce gros bon roi Louis XVI, de par la grâce de Dieu. Et toi, l'ami? Qui, ça, moi? Oui, toi, suis-moi. Bon. Assieds-toi et regarde. Décidément, je n'arriverai jamais à me faire cette galerie de glace. Oh, quelle nuit! J'ai fait un cauchemar terrible.
Un rêve atroce. J'ai rêvé que j'étais complètement fauché. Ah! Vide! Ce n'était pas un rêve. Je suis fauché. Necker! Necker! Me voici, me voilà. Oh mon Louis, oh mon roi. Necker, mon ministre, toi qui penses pour moi, c'est affreux. Je n'ai plus d'argent. Plus d'argent? Non, plus d'argent. T'as pas son son? C'est que je n'ai plus d'argent, moi non plus. Quoi? Necker, demi-tour. Nous te renvoyons. Je n'ai plus d'argent, mais j'ai une idée. Une idée? Quelle idée? Il faut convoquer les États généraux. Les États généraux. Qu'est-ce que c'est que les États généraux? Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, on convoque tous les Richards du royaume, on fait semblant de leur demander leur avis, et on leur prend tout leur argent. Ah! Fais pour le mieux. Je te laisse. Quel gros couillon que ce Louis XVI, hein? Bon, bah on va convoquer les États généraux, hein. États généraux! États généraux! Moi, je suis la noblesse, et sur le peuple, je m'engraisse. Moi, je suis le clergé. Et sur le peuple, je m'assieds. Oh, mais vous ici, mon fils? Mais vous ici, mon père. Moi, je suis le tiers-état, venu de loin, fier d'être là. Je dirais même plus. Ça sent la merde. Dis donc, mon fils, quel vilain mot. Qui êtes-vous? Ah! Vous voilà réunis. Majesté, dites-moi, Louis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça? Dis-moi, ça sent la... Oui, on sait. Ça, mes amis, c'est 25 millions de Français. Oh, les bras, mon... Oh non! Tombe. Louis, ce n'est pas le moment! Ne nous lâche pas! Est-ce que tu suis, l'ami? J'ai un peu perdu le fil, hein. Clergé, noblesse et tiers-état. 3 ordres, 3 nations dans la nation, comme le disait. Rousseau? Non, Voltaire. Je suis pas passé loin. Le clergé et la noblesse ont naturellement partie liée et comptent autant de représentants que les tiers-états. Oui, je sais, le tiers-état, c'est 25 millions de Français, alors que le clergé et la noblesse réunis, on compte tout au plus un demi-million. Mais la question n'est pas là, la question est de savoir comment voter par ordre, comme le voudrait Louis XVI. Et en ce cas, ça nous fait 2 contre 1. tout bon, ami. Ou bien par tête, comme le voudrait le tiers-état. Et en ce cas, ça fait Égalité. non. Car si le tiers-état fait bloc, il n'en est pas de même pour le clergé et la noblesse, car ils s'en trouvent dans leur rang certains favorables aux idées du tiers-état. Alors, comme ça, chez les aristos, il y en a qui... Oui, l'abbé Grégoire, le marquis de Lafayette, le vicomte de Noailles, le duc de Rochefoucauld. J'aurais jamais cru que ces gens-là puissent se rallier à des gueux. Ah, tout doux, l'ami. Ces gueux, comme tu dis, n'étaient pas des gueux, mais des avocats, des banquiers, des bourgeois, et même quelques transfuges des classes privilégiées, tels Mirabeau, ni paysans, ni artisans. Oh, rassure-toi, ces gens-là avaient été choisis par le peuple en parfaite connaissance de cause. Mais on avait pris des gens qui savaient causer, hein.
Tu t'y vois, toi, député? Moi? Avec mes sabots à Versailles? Oh, et puis, je cause plus avec mes mains qu'avec ma langue. Et puis, même quand je veux phraser, ça ne veut pas sortir. Ça me comprime l'estomac, ça descend, et ça me fait péter. Enfin, quoi que ce soit, séance d'ouverture, le 5 mai 1789, et tout aussitôt... Ça a pété? Ah, il y a un peu de ça. Par ordre! Par tête. 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 Louis, fais quelque chose! Oui, je t'excomunie. Par ordre! Et je demande à chaque autre de se constituer en chambre particulière pour délibérer. Non, mais... Par tête. Et là, ça roule très vite. Le 6 mai, les représentants du tiers-État prennent le titre de député des communes. Et dans le mois qui suit, ça va encore plus vite. Mesdames et messieurs, il serait souhaitable que nous abandonnions le titre d'État généraux. Je vous propose de nous assembler justement en assemblée. Et je vous propose donc le titre de Assemblée nationale des représentants communs et certifiés de la nation française, madame. L'abbé Sieyès. Voyons, messieurs, nous ne sommes pas tous là, même si certains de nos collègues du clergé et de la noblesse nous ont rejoints. Je vous proposerai donc assemblée légitime des représentants de la mineure partie de la nation en l'absence de la mineure partie. Mounier. Oh là là! Avec celui-ci, il ne faut pas être pressé pour se présenter. Ah, dis-moi, tu parles comme Mirabeau. Oui. Oui, peut-être les choses plus simplement. Assemblée nationale. Adopté. Adopté? Adopté. Adopté. Je continue? Oui. Le 19 juin, le clergé cède et rejoint le tiers-État. Et là, ça provoque quelques remous dans l'entourage du roi. Tiens, enfin, on va rencontrer l'Autrichienne. Marie-Antoinette, l'Autriche vous a fait un beau cadeau. Oh, Dieu vous bénisse, Marie-Antoinette, pour avoir charmé Louis les Français. Louis, tu es un abruti. Mais enfin, Antoinette. Tu n'es qu'un imbécile. Mais enfin, Antoinette. Le clergé nous lâche. Tu sais que ça signifie? Mais enfin, Antoinette. Pourquoi avoir écouté la guerre? Mais enfin, Antoinette. Il faut empêcher le clergé de s'aligner avec le tiers-État. Mais enfin, Antoinette. Abruti. Mais enfin, Antoinette. Mais arrête de répéter mes enfants, Antoinette. Mais enfin, toi. J'y suis. Je vais fermer la salle des États généraux. Comme ça, ils ne pourront pas se réunir. Oui. Mais que va dire le tiers-État? Le tiers-État. Mais enfin, toi. Oh non. Bon. Je ferme. Clic. Clac. Oh, je l'ai fait. Oui, mais le tiers-État, faudrait trouver une raison. Ah, j'y suis. Cette nouvelle, comment dirais-je, assemblée de mécontents était obligée de trouver un autre lieu pour se réunir. Et comme disent les Anglais, anyone for Janet?
de jeu de paume. En ce cas, nous nous réunons ici pour faire le serment solennel de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution de ce royaume soit établie sur des fondements solides. Mon fils, devant l'enthousiasme de ce peuple, qu'allons-nous faire? Mon père, je vous confesse mon désarroi. Jouons le jeu, puisque nous n'avons d'autre choix. Monsieur Duchiazetta, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous passions par là, et nous nous sommes dit que peut-être une partie à 3. Messieurs, ça y est, les bienvenus. Magnifique, magnifique. Joue la balle. Elle est à moi. Autant vous dire que cette nouvelle partie à 3 n'est plus guère à Louis XVI, qui entra alors dans une colère terrible. Non? Non. Mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir. C'est le très célèbre séance du lit de justice, 23 juin 1789. S'il vous plaît, vos applaudissements, vos encouragements pour nos deux combattants. D'un côté, le dernier rejeton de la maudite dynastie des Capets, le pas si grand que ça, le roi soleil couchant, le cocu sans doute. J'ai nommé Louis XVI. Et de l'autre côté, le Démosthène du XVIIIe siècle. Cœur de lion, œil de tigre. J'ai nommé le comte de Mirabeau. Bravo Louis, bravo mon roi, vive le roi. Monsieur de Mirabeau, vous êtes aristocrate. Vous avez décidé de nous aligner avec le tiers-état. Explique-nous pourquoi. Parce que le peuple, je l'ai dans la peau. Louis XVI. Allez-vous accepter une pareille insulte à votre autorité? Quelle est votre riposte? Vive le roi, vive le Bravo roi. mon roi. Réfléchissez, monsieur, aucun de vos projets. Aucune de vos délibérations ne peuvent avoir force de loi sans mon équitable impartialité. Ainsi, je suis le garant de vos ordres et de vos projets respectifs. Amen. Je repose sur mon autorité impartiale. Oh, Oui. oui. Vive le roi. Bravo Louis XVI. Magnifique. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. Jusqu'à présent, c'est moi qui fais le bonheur de mon peuple. C'est ça. Messieurs, je vous demande de vous séparer tout de suite et de vous rendre dans les chambres et affecter votre ordre. Et j'ordonne par conséquent au grand maître de cérémonie... Oui. C'est le marquis de Beaubaiser. Le marquis de Beaubaiser. Marquis de Beaubaiser, c'est moi.
C'est moi-même. De bien préparer les salles. Monsieur, elle... Oh, on y va. Quelle est cette insolente dictature? L'appareil des armes? La violation du temple national? Pour nous commander à nous d'être heureux. Nous qui sommes revêtus du sacerdoce politique et inviolable. Nous enfin, de qui 25 millions de Français attendent un bonheur certain. Parce qu'il est être consenti, donné et reçu de tous. Ouais, Vous, monsieur, vous avez entendu les folletesses de mon maître. Oui, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Mais vous, qui seriez être son organe et propose. Attention de moi. Enfin, qui n'avait ni place ni droit de parler. Voilà, le caviar. Sachez que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force de baïonnettes. Oh, que c'est beau, Mirabeau. C'est votre dernier mot, monsieur. Oui. Eh bien, que reste? Et ils ont décidé de rester, au grand déplaisir du roi. Oui, et alors, mesdames et messieurs, les choses se précipitent. Le lendemain, la majorité du clergé rejoint le tiers-état. Le surlendemain, 50 députés de la noblesse rejoignent à leur tour les rangs de l'Assemblée nationale. Voyant cela, le roi enrage, mais il capitule. Et le 27 juin, il demande à l'ensemble du clergé et de la noblesse de signer à l'Assemblée nationale. Désormais, semble-t-il, l'autorité du roi est passée sous le contrôle du peuple. Oui, mais tout cela cache une affreuse traîtrise. Car ce même 27 juin, le roi fait apporter 20 000 hommes de troupes autour de Paris. 4 ans. 20 000. Pas 20 000. 4 ans. J'ai l'air de quoi, moi, là? 5 hommes, 5 hommes. Bon, alors le peuple s'inquiète. Voilà donc un roi aimé par 25 millions de Français qui fait appeler à grands frais autour de Paris quelques milliers de soldats étrangers. Il serait peut-être bon de lui demander le pourquoi de la chose. Et le 11 juillet, le roi se montre tel qu'il est. Un roi à double face, une heure rassurante. Les troupes sont là, non pour réprimer, mais pour prévenir tout désordre. Vous n'avez donc aucune inquiétude à avoir. L'autre menaçante. J'ai nullement l'intention de retirer mes troupes. Quant à Necker, ce fossoyeur de la monarchie, je le renvoie dans ses foyers. Eh oui, messieurs, dames, en cette journée du 11 juillet, le roi menait double jeu. Et pourtant, nous ne faisons qu'un. Louis, c'est moi, et moi, c'est lui. Jamais je n'agirai contre mes sujets. Je suis économe, et je tiens scrupuleusement mes comptes. Jamais, quoi qu'il m'en coûte, je laisserai dépouiller ma noblesse. Bien sûr, mon épouse la reine est quelque peu dépensière. Je me dois d'advenir assez à régler ses comptes. Jamais je ne céderai à l'Assemblée nationale. En vérité, seule la chasse me passionne. Une journée sans chasser est une journée où rien ne se passe, mais rien. J'ai mieux d'importance que ceux qui se dressent contre moi. Rien ne saurait aller contre mon autorité. Je suis un homme simple, j'adore bricoler. Je porte grand cas aux serrures, excepté celle de ma femme que je n'ouvre que de temps à autre. Ce qui me donne beaucoup de temps pour la lecture. Cette constitution dont on me casse les oreilles est un tissu d'ânerie. Voyez-vous, je n'ai pas demandé à être roi. Tout ce que je fais est légal. Mais je dois faire avec. Parce que je le veux. De plus, depuis quelque temps,
J'ai pris la fâcheuse habitude de m'endormir. Quand je dors, je ronfle. Si vous voulez bien, excusez. Ouais. Il n'empêche que ce roi, plutôt bonhomme, est le même qui renvoie Necker dans ses foyers et qui pense à faire donner la troupe contre le peuple de Paris sans remords aucun. Alors, à qui devons-nous cette double personnalité, hein? Moi, je le sais. Ah oui, vous savez? Oui, je le sais. Dites-le nous. Alors, je le dis. C'est dû à l'Autrichienne, cette toinon de malheur, et à son entourage, la Polignac, cette chamelle enragée, et la Lamballe, cette chienne lubrique, cette putain, et le comte d'Artois, frère du roi, et pisseur de la pire espèce. Et là, vous jouez les bergères au Trianon. Jamais on ne vit femme plus frivole, plus dépensière et plus effrontée de mœurs. Mais que dites-vous là? J'aime être femme avant que d'être reine. Et mes petits plaisirs sont de très grande simplicité. Tenez, le théâtre me passionne et il m'arrive moi-même de jouer la comédie. Rosine, dont le barbier de Séville, de Monsieur de Beaumarchais. Et pourtant, le roi n'aime guère ce Monsieur de Beaumarchais. Je vous accorde, Monsieur de Beaumarchais se montre parfois quelque peu polisson. Mais ma préférence va à Monsieur Semaine. Ses pastorales et féeries sont d'un goût exquis. Vous fûtes sublime dans le rôle de Babette. Vous savez, cette paysanne qu'on voulait de force marier à un homme riche. Oui, je me souviens. À mon entrée en scène, je chantais cette charmante ariette. À la claire fontaine, mon allant promener, j'ai trouvé Antibelle que je me suis cachée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles de chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité, pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Voilà mon front. Foutaise, ça jolie simple. Mais moi, je vous le dis, elle dépense toute la fortune du royaume en bijoux et toilettes. Le jeu la passionne et ses dettes sont aussi grosses que ses... Calomnie! Elles ne s'entourent que de charlatans, putains et faux prophètes, tel Monsieur Cagliostro. Calomnie! Elle trompe le roi. Tenez, n'a-t-il pas installé dans ses appartements ce beau Suédois Fersen dont elle est amoureuse? Calomnie! Les troupes, c'est sa faute. Oui, mais aussi ton enfant, le dauphin, Peut-être qu'elle fait un Vous,
fils le dauphin il y a un mois et j'adorais cet enfant. Oui, vous aimez vos enfants. Mais ne cherchez surtout pas à m'apitoyer. Tous les enfants de France sont vos enfants. Et vous n'avez jamais pleuré que sur la mort d'un seul. Vous avez le cœur sec. Calomnie! C'est elle qui a poussé le roi à faire venir les troupes autour de Paris. Elle profite de la faiblesse du roi et le manipule au gré de ses humeurs. Calomnie! À la longue, ces comportements finissent par se reproduire ailleurs, dans l'espace et dans le temps. Autre lieu, même disposition. Qu'en dites-vous? Vous me parliez des chênes lièges, mais Rose d'abord. C'est toute ma fierté. Je crois posséder, mon cher, une des plus belles roseries de l'Afrique. Non, 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 c'est seulement pour mon plaisir. Mes roses, mes ruines, mes roses, c'est mes danseuses. Saïd! C'est un arabe, comme les autres. Tu m'écoutes? Pour le travail, c'est en rang 2 par 2, on avance avec la binette, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et attention, pas de dispute. Ici, vous êtes sur mes terres. Pas mal, non? Voilà, les tons juste, à la fois ferme et familier. Pourtant, il faut rester sur vos gardes, c'est qu'il risque, un jour ou l'autre, de vous tenir tête. C'est le danger. Oui. Vous êtes armés, naturellement, vous Européens le sont donc tous. Mais vous savez, j'arrive quand même à me méfier avec tous ces Espagnols, ces Marocains, ces fous Marocains, oui, comme je disais, des Grecs, même un Grec de Corfou au premier rang, et du communisme dans l'air. Bon, si vous le voulez bien, nous allons laisser là l'imaginaire et revenir à la réalité. Et la réalité, c'est 20 000 hommes de troupes qui s'apprêtent à envahir Paris. Tiens, ce petit point là, Charenton. Le roi Cravate y cantonne, avec ses 2000 hommes, Et à Sèvres, occupés par le régiment de Salis Samad, à Saint-Denis, les 2000 dragons de Nassau, et à Saint-Cloud. les hussards de Bercherie. Et quant au royal allemand, avec ses 8000 hommes, Oh, bah oui, il est partout. Il est à Versailles, au Champ de Mars, à l'école militaire. Là et encore loin. ils détournent les réserves de blé, ils bloquent les convois. Et à Versailles, ils tiennent nos députés entre leurs griffes. Ils n'attendent qu'un ordre, un seul, pour détruire Paris. Les laisserez-vous faire? Êtes-vous bien lâche? Qu'attendez-vous pour révolter? Écoutez-moi. Je m'appelle Charles Martin. J'ai acheté une terre près de Breuil et on m'appelle Charles Martin de Breuil. Mais pas de civilité entre nous. Appelez-moi de Breuil. Savez-vous ce qui nous arrive? On nous a pris Necker. Oui, Necker. Il faut faire quelque chose. Et pour commencer, j'ai fermé la bourse. D'ailleurs, savez-vous où passent vos impôts? Enfin, je veux dire, nos impôts. Ô noble, mes amis. Ô noble.
Je vais à la banque. Ah, ça, de Breuil, que me vaut l'honneur de votre visite? Vous n'êtes pas au courant. Au courant de quoi? Thomas, il est On a renvoyé Necker. Ah ouais, mais c'est ça. On a renvoyé Necker. Et pour représailles, j'ai fermé la bourse. Vous avez fermé la bourse? Oui. En ce cas, je ferme la banque. Ah, ça, ils vont voir à Versailles. Une petite révolution par-dessus. Qui eût dit, mon cher, que nous eussions fait un jour la révolution? Bien. Allons voir les traqués. Du traqué. Le petit boutiquier. Nous avons besoin de tout le monde. Évidemment. Monsieur, Monsieur, ils ont envoyé Necker. quoi? Nous ont renvoyé Necker. Et j'ai fermé la bourse. Et moi, la banque. Vous avez fermé la banque. Vous avez fermé la bourse. En ce cas, messieurs, je ferme boutique. Vous savez pour les guerres? Oui, on sait. Mais le peuple veille et les meutes gagnent de partout. Messieurs, c'est la révolution. Il s'agit de nous organiser. Nous devons de créer des milices bourgeoises afin de nous protéger, nous les possédants. C'est cela même. De nous protéger, disais-je, contre les excès des troupes du roi. Et de celle du peuple qui m'a l'air d'être bien agité. C'est cela même. Messieurs, suivez-moi et vive la révolution! Vive la révolution! We've got rights! The right to job! We've got jobs! Waiting for work! We're all brothers! Lousy and dirty! We were free and equal to die like dogs! And now our loving new leaders come, they give us banknotes which we told them money? Yeah, just as good as gold, but only good for wiping your bum. Who controls the markets? Who looks at the granaries? Who got loot from the palaces? Who's this side on the estates for women to be divided between the poor? Who? Not us, yeah! Citoyens! Oh, c'est Camille Desmoulins, le journaliste. Forte tête, mais mignon comme tout. Citoyens, j'arrive de Versailles! Le roi a renvoyé Necker! Citoyens, c'est le signe d'un Saint-Barthélemy pour les patriotes! Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger! Citoyens parisiens, français, après que les États généraux se sont réunis, on s'était dit que les choses allaient changer. Oui, c'est vrai. Nos misères allaient prendre part, et même que naïvement, on s'était repris d'amour pour le roi. On a aimé le roi. Même d'avoir confiance en lui, ça avait représenté un immense mouvement d'espoir. Et puis, les jours se sont mis à passer. Bientôt les semaines. Et on s'est aperçu qu'en réalité, rien ne changeait. N'avait pas du tout l'intention d'abandonner quoi que ce soit de son mais qu'au contraire, il était bien décidé à la reconquérir entièrement et à nous avoir à nouveau à sa merci. Non content de nous affamer, il a voulu aussi nous effrayer. Paris s'est entouré par femmes et soldats étrangers, des mercenaires qui veulent faire sauter Paris, nous massacrer, chasser nos députés. À pas d'accord! À pas d'accord! Nous n'avons qu'une seule ressource. C'est quoi? Les armes! Les armes! Aux armes! Les armes! Aux armes! Les amis, nous connaissons notre ennemi. Et nous devons reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté comme un défi doivent mettre cette cocarde verte
Verte couleur de l'espérance, ça sera notre symbole, notre uniforme, notre victoire. J'appelle mes frères à la liberté, et je préférerais mourir glorieusement que de voir la France demeurer esclave. La Bastille doit bien être Ah. fournie de munitions. Elle a raison. La Bastille. La Bastille. Si, il y a une foule qui se dirige vers la Bastille. C'est une révolte? Non, monseigneur, c'est une révolution. Dispersez, dispersez, sinon je donne ordre d'ouvrir le feu. Rentrez chez vous, sinon ça va mal finir. Non, non, non. Ça fait rien, on les prendra quand même. Bon, et bien merde, envoyons le capitaine Trio. C'est bon, mais lui seul, je tire sur tout ce qui bouge. Allez, mon grand, allez, mon grand. Allez, on fonce à la Bastille. Ça fait rien. Plus il y aura de morts, plus il y aura de blessés. Ça comblera les fosses et on pourra passer. Tous ensemble, Elle a raison. en avance. À la liberté. On l'a pris. Faut que ça se tienne de battre de l'honneur. Citoyens, le roi a renvoyé les 20 000 hommes de troupes de Paris. Il a rappelé Necker. Le roi viendra à Paris recevoir la nouvelle cocarde. La cocarde verte. Non, bleu. Mais c'est rouge, le couleur de Paris. Non, la couleur de la France, c'est blanc, monsieur. Comme la fleur de lys. On ne peut pas lier tout ça. Non. Bleu, Blanc. Rouge. bleu, Blanc. Rouge. bleu, Blanc. Rouge. Bleu. Blanc. Rouge. bleu, blanc, rouge. Alors c'est décidé, les nouvelles couleurs seront bleu, Blanc, rouge. Demain, nous entreprendrons la démolition de la Bastille et nous danserons sur ses ruines. Ah ouais. Citoyens, le peuple est vainqueur. Croyez-moi, pour ce qui est de fêter notre victoire, on y est allé de bon cœur. Car voyez-vous, nous, les petits, les exclus, les crasseux, les sans grades, en prenant la Bastille, c'est comme si nous avions retrouvé notre liberté. Alors oui, nous avons fêté ça, pas qu'un seul jour, mais pendant plusieurs jours. Ah, ça ira!